Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Karim Zerebi, le professeur Enrique Casalino, avec Alexandre Devecchio et Christian Proutot. Est-ce que l'on va avoir de nouvelles restrictions qui nous seront annoncées la semaine prochaine, après Noël et avant le jour de l'an? Est-ce qu'il en faut d'ailleurs de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie? Explication de Thibaut Marcheteau avec Vincent Burgat. Masque en extérieur, fermeture des salles de spectacle ou encore couvre-feu. Alors qu'un conseil des ministres se tient lundi prochain, les Français sont-ils prêts à accepter de nouvelles mesures restrictives? Je préfère le faire maintenant, comme ça l'été on pourra sortir. Je pense autant y aller pendant que c'est l'hiver. C'est barbant, mais en même temps, s'il le faut, voilà, il faut les accepter. Ça dépend ce que c'est. C'est un petit peu triste d'en arriver encore à ce même constat, à ces mêmes mesures. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Mais pour ce chef d'un service de réanimation, la méconnaissance de ce variant ne doit pas conduire à prendre des mesures à la hâte. Nous ne connaissons pas exactement les conséquences hospitalières de ce nouveau variant. L'avance qu'ont le Royaume-Uni et le Danemark sur la situation française permettra de se donner au moins une semaine d'observation. Si rien n'est exclu par le gouvernement, le pari de la vaccination et de la responsabilisation de chacun semble à l'ordre du jour, au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors, est-ce qu'il faut de nouvelles mesures, professeur Casalino, et lesquelles? Est-ce que le couvre-feu est envisageable? Je vais vous dire, avec Bruno, nous sommes des amis depuis qu'on était internes, donc je comprends parfaitement ce qu'il dit, et il a raison. Le médecin qu'on vient d'entendre là, dans le reportage. Le professeur Megarban, Bruno. En même temps, nous sommes quand même... qui avait fait la phrase que l'éducation nationale, c'était Claude Allègre, non? Un mammouth. Le mammouth. C'était un mammouth. Et que essayer, moi je fais un porte-avions, et qu'essayer de bouger de quelques degrés, ça nécessite des efforts colossaux pour avoir une réactivité. Le système de santé aujourd'hui, si on veut faire face à une menace et attendre les derniers moments pour prendre des décisions qui ont un impact sanitaire, qui ont un impact économique, social, pour garantir le fonctionnement de notre système économique et social, nous avons besoin de mesures très rapidement réactives, une capacité de décision très rapide et une capacité de mise en place des décisions très rapide. Moi, je pense que ce n'est pas le cas de la fonction publique en général, et ce n'est pas le cas de l'organisation politique de notre gouvernement. Donc, il est vrai qu'on pourrait attendre, mais plus on attend, moins ces mesures seront efficaces, et plus les conséquences seront sévères, et je pense coûteuses. Donc, il faut faire tout de suite, la semaine prochaine. Je pense que le plus rapidement, nous prendrons des décisions en plus qui pourront avoir un impact positif, le plus facilement, nous aurons une efficacité et plus facilement, la population adhérera également aux mesures. Et acceptera. Oui. Alors, je vous ai vu réagir tous sur le plateau, là. J'explique l'argument du porte-avions. Karim et Alexandre et Je Christian. crois que c'est un secret pour personne. J'aime beaucoup notre ami Enrique, qui est un grand spécialiste sur le plan sanitaire, mais son analyse ne porte uniquement que sur la question sanitaire. Or, je pense, cher Enrique, que le spectre dépasse le cadre sanitaire. C'est le spectre d'une société dans laquelle nous vivons et qui doit mesurer aujourd'hui le niveau d'acceptabilité de nouvelles mesures qui peuvent être prises. Lundi, il y a un conseil des ministres qui se tient. Et il y a un projet de loi qui sera présenté. On va passer d'un pass sanitaire à un pass vaccinal. Ce pass vaccinal ne concernera pas toutes les activités économiques, mais un certain nombre, notamment celles du loisir. C'est-à-dire que tous les salariés, y compris ceux de la restauration, ceux du monde du spectacle, de la culture, devront disposer d'un pass vaccinal. C'est déjà une contrainte importante. Ensuite, dans les transports interrégionaux, il y aura aussi obligation à ce pass vaccinal. Donc ça veut dire limiter, pour ceux qui n'auront que le pass sanitaire et qui n'en resteront qu'à ce stade-là, les déplacements. Je pense que le politique aujourd'hui, M. Enrique, doit mesurer à la fois avec les indicateurs de contamination, mais plus encore, je pense qu'avec Omicron, on doit dépasser les seuls indicateurs de contamination, d'hospitalisation et de réanimation, la manière dont on doit ajuster ou pas les restrictions. Et donc, lundi, Conseil des ministres, projet de loi qui prendra effet au 15 janvier prochain. Et d'ici là, nous aurons effectivement des indicateurs, des éléments, des chiffres qui nous arriveront. Il sera temps de prendre des mesures. Mais là, aujourd'hui, il faut raison garder. Le niveau d'acceptabilité est très difficile aujourd'hui.
La population française en a beaucoup subi. Alors, cher Alexandre, un Enrique. petit mot, et Christian, sur ces nouvelles restrictions qui Moi, peuvent c'est tomber. pareil, j'ai de la sympathie pour le capitaine du porte-avions, et je me mets à sa place. Il est dans le porte-avions, il a du mal à manœuvrer, et il voit ça de son point de vue, mais il faut effectivement élargir la focale. Et quand on élargit, moi, je souriais en regardant votre reportage, ce jeune homme qui explique, il faut qu'on arrête de vivre l'hiver, et puis on aura le droit de sortir l'été. Pardonnez-moi, il a l'air très sympathique aussi, mais c'est un idiot. Non, je vous interdis de dire ça. Il est résigné. Il est résigné. Non, et voilà. moi, je m'attriste que les Français aient été parfois résignés et ont accepté une situation qui est aberrante. Mais il fallait quoi, faire la révolution et sortir les pics Je ne sais pas s'il fallait sortir les pics, mais en tout cas, ce qu'il faut exiger du politique, pourquoi pas, parfois il faut sortir les pics dans l'histoire, mais ce qu'il faut exiger du politique, c'est qu'effectivement on donne les moyens au système hospitalier, ça a été bien décrit, de fonctionner enfin, au lieu d'accepter des situations aberrantes. Et c'est vrai qu'il y a pardonnez-moi de faire de la politique, il y a une élection présidentielle qui vient, et je suis atterré. On a le pouvoir en place qui a l'air presque le plus, qui a un pouvoir qui est plutôt un pouvoir de gestionnaire. Le président de la République vient de Bercy et a accepté toutes ces mesures budgétaires, etc., mais qui a l'air presque le plus sympathique aujourd'hui. On pourrait s'imaginer donc et qu'il n'a rien fait pendant 2 ans et demi, parce qu'on aurait pu commencer au moins. Et en face, on a des oppositions. Alors, on a la gauche. On pourrait imaginer que la gauche, les services publics, ça lui tienne à cœur. Non, ils sont sur des délires sociétaux, les woke, non, ils veulent, etc. Ils vont le chercher, vaccin obligatoire. Ils par vont exemple. chercher Christiane Taubira, etc. Bon, ok, Alex, on est parti loin là. On est loin là. Et ensuite, on a la droite, qui propose la même politique on va parler budgétaire politique dans et un instant, comptable, supprimer encore des fonctionnaires. Voilà. Donc aussi, c'est comme ça, effectivement. Soyons enfermés en hiver et vivons en été. Allez, Christian Proto. Et après, vous aurez la parole. Moi, c'est sûr que ça m'énerve parce que avec ce genre de mesures, soi-disant radicales, j'ai pas pu faire de ski l'an dernier. Alors, j'ai trouvé débile que dehors, à une altitude de 2000 mètres, on puisse pas faire de ski alors qu'avaient été autorisées les navettes en bus. Je donne à peu près le niveau du raisonnement, et ça c'était autorisé, que du coup les gens qui avaient des sous prenaient des taxis en guise de remonte-pente. Non, je pense que... Oui, mais ça c'est une toute petite partie de la population. C'est ce que j'ai dit, ceux qui ont eu des sous. N'empêche que tous les autres, ils étaient à la montagne, et ils faisaient rien. C'est pas d'aller au ski. Allez, professeur Casalino. C'est dans ce type de mesures que tu reconnais. Sur le pass vaccinal. Un petit mot sur le pass vaccinal, après on va voir ce qui se passe en Europe. Un petit mot sur le pass vaccinal. Je suis un défenseur à outrance de la stratégie vaccinale. Mais je ne crois pas que le pass vaccinal, aujourd'hui, réponde à un impératif d'efficacité. Vous voyez, aujourd'hui, l'impératif d'efficacité, paradoxalement, c'est faire les tests. Oui. Et on est en train d'enlever les tests du pass. Non, mais professeur. Vous voyez. Professeur, ça fait vacciner ceux qui n'étaient pas vaccinés. Oui, 50 000 vaccinations hier, même si on arrivait à avoir vacciné 100% de la population, nous n'arriverons pas à maîtriser la circulation d'un virus pour lequel l'efficacité du vaccin est un peu inférieure. Et donc, je suis un profond défenseur, je me suis exprimé à multiples occasions, de la stratégie vaccinale. Mais je ne crois pas au monopole du vaccin comme stratégie de réussite de la lutte contre le virus. Et donc... Il est essentiel de continuer à tester, et donc dire maintenant on va contrôler les vaccins et c'est le sésame absolu. Et on ne fera plus le contrôle des tests. Or, il serait peut-être beaucoup plus important aujourd'hui. D'ailleurs, le président, il a dit tout à l'heure, il faut se tester avant d'aller dîner. Donc voilà, il y a une certaine incohérence entre les deux. Et quand je dis qu'il faut prendre des décisions courageuses, le courage est toujours payant, même en politique. Ça ne veut pas dire qu'on prend la bombe atomique le lundi. On peut avoir des mesures raisonnables et raisonnées, avec des paliers, commencer par le port du masque, commencer par réduire des jauges, commencer par réduire la fréquentation de certains endroits l'heure de fermeture des restaurants, et puis l'amener jusqu'à 19h. Aller par des mesures raisonnables et raisonnées. Qu'est-ce que font nos voisins européens? C'est intéressant de voir, parce que on voit très souvent que ce qui est fait à l'étranger, en Europe en tout cas, arrive assez rapidement chez nous. On va faire le point sur l'Espagne, Belgique et Italie avec Marine Sabourin. Marine, à vous.
Oui, Laurence, l'Espagne a décidé de réintroduire le port du masque à l'extérieur car le nombre de cas explose, plus de 60 000 en 24 heures pour la journée d'hier. En Belgique, écran noir pour les salles de cinéma et les salles de spectacle fermées dès dimanche. Les cafés et restaurants peuvent rester ouverts, mais seulement jusqu'à 23 heures. En Allemagne, des restrictions notables, seulement 10 convives maximum et 2 s'ils ne sont pas vaccinés. En Suède, le gouvernement protège ses frontières et réclame aux voyageurs en provenance de l'Union européenne un test négatif, même s'ils sont vaccinés. C'est d'ailleurs le cas pour 7 autres pays qui ont également adopté cette mesure. Un test négatif devrait également être demandé en Finlande et au Danemark dans les prochains jours. Ajoutons également que le gouvernement écossais vient d'annoncer la fermeture des boîtes de nuit à partir de lundi pour endiguer la flambée des contaminations. Enfin, le gouvernement italien pourrait de nouveau durcir les restrictions en imposant le port du masque à l'extérieur ou la fermeture des discothèques jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup Marine Sabourin. Le port du masque en extérieur, expliquez-moi à quoi ça sert exactement, professeur Casalino. Alors, à l'extérieur, tous les modèles mathématiques ont été construits sur les tailles des particules de flux Gauss dans lesquelles il y a donc le virus, et on peut modéliser la circulation de ces particules. Si on prend cette pièce, c'est très aéré, l'air arrive par en bas et part par en haut, et donc il y a un flux qui évite que mes particules arrivent chez vous, ou elles arrivent chez vous. Ce qui est un moyen d'éviter la circulation virale. Dans les chambres, dans les endroits très enfermés et mal ventilés, on a modélisé comment les particules circulent et on voit qu'elles restent suffisamment longtemps pour qu'on les respire et on se contamine. D'où l'intérêt de porter le masque, d'où l'intérêt de ventiler et de créer de la ventilation. Oui. À l'extérieur, c'est très difficile de modéliser, parce qu'on peut modéliser un espace fermé en mathématiques, mais un espace ouvert avec des infinis dans toutes les variables, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il est évident que si nous nous promenons tous les deux à 3 heures du matin sur l'avenue de l'Opéra, il n'y a pas un chat, il n'y a aucun danger. Risque de contamination. Mais si nous marchons sur une des transversale de l'avenue de l'Opéra, aujourd'hui à midi, tant qu'on est dans la transversale, il n'y a personne. Tous les deux, on n'a pas besoin. Et tout d'un coup, on arrive sur l'avenue, il y a un monde fou, il va falloir chercher comme un désespéré le masque. Moi, parce qu'il y a un danger, surtout avec un virus tellement transmissible. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de porter le masque dès qu'on va dans un endroit où il y a une densité de personnes, et comme il est très difficile de définir la densité, il vaut mieux le porter tout le temps. Parce que quand on le porte tout le temps, au moins on est certain qu'on l'a. Le nombre de fois que ça a pu vous arriver de rentrer dans le métro, et quand vous êtes dans le wagon, oh zut, j'ai oublié mon masque. Non, il faut le porter tout le temps, comme ça on l'a tout le temps. Et juste un commentaire, il est indispensable aussi de pouvoir dire aux gens, monsieur, vous n'avez pas mis votre masque. Ah ça on le dit, hein. Oui, en général, on se prend un râteau. Ça m'est arrivé la semaine dernière, et le gars faisait 2 mètres, quand il fait 2 mètres, faut oublier. De pur muscle. Je l'ai dit quand même, parce que c'est important. Il avait une dame à côté, une petite dame âgée. Je me disais, c'est quand même pas normal. Je pense que nous avons tous une responsabilité, et que ça fait partie... Oui, mais alors, je vous rappelle que le masque pas, protège beaucoup plus les autres, et que quand je porte un masque, ce que je porte, c'est un drapeau. Qui est le symbole du respect que je vous porte. Un dernier mot, professeur, sur la vaccination des enfants. Vous voulez rajouter un truc, Karim ? Non, mais ça fait 2 ans qu'on tourne en rond avec ce masque. Ça vous rend fou, ça. Ça me rend fou. Moi, j'en ai assez. Je veux plus qu'on parle du masque. On est assez grand et responsable pour savoir que dans des zones commerciales, évidemment que quand il y a un flux, on le met, et que quand il y a moins de monde, on peut respirer librement le grand air. Enfin, je veux dire, il ne faut pas qu'on en soit là 2 ans après. C'est gravissime. On y est encore. Juste un mot des enfants. Il y a eu 15 000 rendez-vous qui ont été pris hier pour vacciner les enfants. Ça veut dire quand même, malgré les réticences des parents, parce qu'ils ne sont pas tous très favorables à ça, il va y avoir un mouvement de vaccination des enfants de 5 à 11 ans. C'est une bonne chose pour vous ou pas ? Je pense que les pédiatres ont accepté, les autres autorités de santé européennes, américaines, la plupart des pays ont accepté. Je pense qu'à un moment, tout le monde doit baisser la tête, aussi intellectuel, cultivé ou compétent je sois. On doit baisser la tête et dire « Ok, il faut y aller ». Et quand on disait qu'il y avait 70% des parents qui étaient hésitants, moi je regarde le 30% qui dit qu'ils sont d'accord. La preuve, c'est que nous avons vacciné. Aux États-Unis, en un mois, ils ont fait 15% de la cible.
nous, on va faire sûrement 15% ou plus de la cible en un mois et on va continuer. Je ne suis pas d'accord pour que ce soit obligatoire, je suis d'accord pour que ce soit le fruit d'un débat entre le pédiatre, le généraliste et les parents, et qu'on donne le temps aux parents d'évoluer, et même si on est opposé, hésitant, qu'on donne le temps. La cible est probablement 50%, pas plus, hein. Et ce serait excellent si on arrivait à atteindre cette cible. Alexandre Devecchio, la vaccination des enfants, ça vous plaît ? Moi, j'ai du mal même avec le vocabulaire de cible. Je sais bien que vous avez pas dit ça dans le... Mais vous l'avez dit tout à l'heure, la stratégie du tout vaccinal ne peut pas fonctionner, hormis fonctionner le monde entier. D'ailleurs, on pourrait discuter effectivement d'essayer de vacciner les pays pauvres. Donc, je suis pas certain, moi, vous êtes scientifique, mais de l'utilité de vacciner les enfants. On est à 90% de vaccination. Avec le passeport vaccinal, on peut imaginer qu'on va monter à 93, 94, 95. Encore une fois, c'est éviter de régler tous les autres problèmes structurels qu'il y a autour. Je ne vois pas pourquoi on impose un dilemme moral aux parents. Donc voilà, la possibilité de le faire, on l'a, ça y est, c'est fait. Voilà. Discutons-en tranquillement, mais n'essayons pas de forcer les gens. Non, mais j'ai envie de dire à Enrique qu'au pays de Pasteur et de Condorcet, on ne baisse pas la tête pour dire on y va, parce qu'on nous a donné cette autorisation. Il faut le faire avec des arguments. Les jeunes enfants vulnérables, oui, à l'évidence. Ceux qui vivent avec leurs grands-parents fragiles, oui, à l'évidence. Les autres, moi je suis plutôt partisan de les laisser tranquilles. Je vous le dis sereinement, d'autant que des médecins de votre envergure et d'autres disaient il y a 10 ou 15 jours qu'il fallait quand même ne pas que s'attacher à focaliser sur les enfants. Aujourd'hui, les mêmes disent il faut y aller. Donc moi, je suis quand même assez prudent dans ces changements de pied en 10 jours. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant dans Punchline. On s'intéressera à la visite de Gérald Darmanin dans la Loire, à Firminy, dans le commissariat où des voitures de police ont été incendiées il y a quelques jours. On écoutera ce qu'il a dit et on reviendra sur ces incidents où plusieurs véhicules de police ont été incendiés par des jeunes. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.